Hello à tous, ici Anne Ponty et bienvenue dans un nouvel épisode du Chantier. Le Chantier, c'est un podcast maison, travaux et déco dans lequel j'interviewe des personnes inspirantes qui ont réalisé une rénovation. Des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Mon objectif, partager des conseils concrets à tous ceux qui se lancent dans les travaux. J'ai moi-même réalisé récemment ma première grosse rénovation, celle de ma maison, et en partageant les avancées des travaux sur mon compte Instagram, je me suis vite rendu compte que le sujet a intéressé beaucoup d'entre nous. Alors bienvenue sur le podcast où l'on n'a pas peur de se salir les mains, où l'on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bref, bienvenue sur le chantier. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec le premier numéro d'un tout nouveau format d'épisode. Un format un peu plus court, un peu différent, toujours avec des pros, composé de 10 questions clés sur un sujet en particulier, auxquelles répond un expert pour vous donner des réponses claires aux questions que vous vous posez peut-être pour votre chantier. Et on commence aujourd'hui avec un sujet que je voulais vous proposer depuis longtemps, 10 questions sur les démarches juridiques d'un chantier. Et oui, je pense que vous allez être nombreux à voir arriver cet épisode avec la plus grande joie, car vous allez voir, il est truffé de bons conseils et d'éclairages sur des sujets parfois complexes que l'on rencontre forcément quand on se lance dans des travaux. Pour cet épisode, je suis allée voir Gaëlle, qui est avocate en droit de l'urbanisme. Son cabinet s'appelle Embase, E-M-B-A-S-E. Elle m'y a reçu et a répondu à mes 10 questions avec une clarté et une précision que je n'aurais même pas osé espérer dans mes rêves les plus fous. Vous allez voir que Gaëlle, c'est une vraie experte. Elle m'a tout super bien expliqué et je sais déjà que tout ce qu'elle dit dans cet épisode va vraiment vous aider pour vos projets. Par exemple, on a parlé ensemble des autorisations d'urbanisme, comme le permis de construire et la déclaration préalable, de leur dépôt, de leur affichage et des délais légaux, de PLU, des bâtiments classés ou inscrits, des ABF, les fameux, de changement de destination, du rôle des professionnels et des architectes dans ces démarches. On a aussi parlé des garanties légales et des assurances existantes pour couvrir un chantier, des recours possibles en cas de dégâts ou même en cas du temps redouté, abandon de chantier, et de ses conseils pour les éviter ou les gérer au mieux. On a enfin parlé de la fin d'un chantier, de réception des travaux, des réserves à émettre ou non pour que tout se passe bien jusqu'au dernier jour de vos travaux, et on a même eu le temps de parler de problèmes de voisinage qui eux aussi peuvent être courants, des accords ou litiges et de ses conseils pour les éviter. C'est un épisode super riche dans lequel vous trouverez en seulement 1 heure des dizaines de conseils et astuces qui devraient vraiment vous aider. Alors prenez de quoi noter, ouvrez grand les oreilles et je vous laisse écouter mes 10 questions à Gaëlle, avocate chez Embase Avocat. Bonjour Gaëlle. Bonjour Anne. Bienvenue sur le podcast. Merci. Pour cet épisode spécial de 10 questions sur les démarches juridiques d'un chantier. C'est le premier volet d'un tout nouveau format sur le podcast. Donc je suis ravie de commencer avec toi. Tu es avocate en droit de l'urbanisme. Ouais. Ta vision, telle que tu me l'as décrite, c'est que le droit est au service d'un projet de travaux et qu'il est là en fait pour permettre d'anticiper et de fluidifier un chantier. Et tu m'as proposé, en ce sens, d'éclairer les auditeurs du podcast et les rénovateurs sur les démarches juridiques à entreprendre quand on se lance dans des travaux ou bien celles qui vont potentiellement se présenter à nous. Oui. Alors, on a réfléchi ensemble aux 10 questions qui seraient les plus intéressantes pour couvrir un maximum de situations lors desquelles on peut se poser des questions juridiques pour partager et donner les bons réflexes pour réagir à tous les aléas qui peuvent se présenter au cours d'un chantier, et il y en a toujours, et être armé contre les petits soucis des travaux, quoi. Les petits ou les gros soucis, même parfois. Ouais. Ouais. Merci beaucoup de donner cette opportunité de répondre à 10 questions. Donc effectivement, on a réfléchi à ces questions en suivant un fil directeur, donc du début du projet jusqu'à la fin d'un chantier. Voilà, on s'est dit que c'était assez riche. On va essayer de faire tenir ça assez de façon claire et concise. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est ça. Est-ce que tu peux me parler très rapidement de ton cabinet Embase ? Oui, Embase Avocat. Donc nous sommes à Paris, mais on est compétent sur tout le territoire national.
Donc l'idée, c'est effectivement d'accompagner que ce soit des collectivités territoriales, des personnes morales, donc des entreprises. On travaille aussi pas mal avec des architectes et beaucoup avec des personnes privées qui sont porteurs de projets. Ok, des particuliers qui ont des projets de travaux. Ouais, que ce soit construction, réhabilitation, enfin voilà. Et on travaille sur tous les pans de l'urbanisme, en conseil et en contentieux. Et moi, ça fait, à titre personnel, à peu près 14 ans que je travaille sur l'urbanisme. Et puis voilà, accessoirement, j'adore ça, quoi. Donc, c'est parfait. Ça parce tombe que tu bien. vas parler que de ça pendant 1 heure avec moi. Génial. Alors, sans plus tarder, voici ma première question. Ça va être sur tout ce qui est autorisation d'urbanisme. Quelles autorisations d'urbanisme il faut généralement demander quand on se lance dans des travaux, parce qu'il y en a plusieurs qui existent. Donc, quelles sont-elles et comment savoir laquelle correspond à son projet? Et oui. Alors, je pense que les auditeurs connaissent essentiellement le permis de construire ou la déclaration préalable. Exactement. Voilà, ce sont les essentiels. Donc, grosso modo, le permis de construire, c'est une autorisation administrative un peu plus lourde que la déclaration préalable. Il est notamment... Alors, on n'a pas le choix, hein, donc il est obligatoire quand on travaille sur une construction nouvelle qui crée plus de 20 mètres carrés de surface de plancher ou alors 40 mètres carrés lorsqu'on se situe en zone urbaine et couverte par un PLU, un plan local d'urbanisme. Est-ce que rapidement tu peux définir le plan local d'urbanisme? Oui. Avant qu'on aille plus loin. Oui, d'ores et déjà. Donc le plan local d'urbanisme, il y en a à peu près maintenant sur quasiment toutes les collectivités, toutes les mairies. C'est les règles locales qui régissent les droits à construire, l'organisation du territoire. En fait, pour être clair, le plan local d'urbanisme, c'est ce qui vient en plus des réglementations générales nationales en urbanisme. De façon très locale. Très locale, très adaptée et parfois beaucoup plus précise et un peu restrictive selon la politique locale qui est menée. Donc finalement, et d'ailleurs, il faut toujours le consulter et ça, c'est vrai que je pense qu'on va y revenir tout au long de ce podcast. Le plan local d'urbanisme, c'est vraiment le document que les particuliers doivent consulter. Il ne faut pas en avoir peur. Oui. Voilà, c'est assez Il vaut mieux gros. le connaître. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est en général en libre consultation sur les sites des mairies, donc c'est très facile d'y avoir accès. Et s'il n'était pas en libre consultation sur le site internet des mairies, parce qu'on est dans une toute petite commune qui ne l'a pas encore mis en ligne, vous avez un droit de consultation. Donc c'est vraiment, avant tout projet, il faut le consulter. C'est assez gros, mais de toute façon, vous regardez votre numéro de parcelle sur le cadastre, vous regardez à quel zonage vous correspondez, et vous allez directement, donc un zonage, c'est urbanisé, à urbaniser, naturel, agricole. Bon, ça en général, on le sait quand on est dans un terrain particulier comme celui-ci, mais donc consultez le PLU et ses annexes. D'accord. Parce que dans les annexes du PLU, il y a des petites surprises. Il y a des petites surprises. Est-ce que vous êtes dans un périmètre protégé, par exemple, à moins de 500 mètres d'une église qui nécessite des exigences particulières d'un point de vue esthétique? Donc, tout consulter. Voilà, et n'en ayez pas peur. Très bien. Bon, donc c'est très clair, le PLU. Si tu reprends, excuse-moi de t'avoir coupé, mais je pense que c'était important, obligatoire pour toute construction nouvelle, donc 20 mètres carrés ou 40 mètres carrés. Quand on est en zone urbaine, couverte par un PLU. Voilà. Et surtout, lorsqu'il y a des changements de destination ou même d'aspect de la construction, lorsqu'on touche à la structure porteuse. Donc c'est comme ça qu'on tranche souvent entre la déclaration préalable et le permis de construire. Et la déclaration préalable est un peu plus légère en termes de procédure. Elle concerne les constructions ou extensions créant entre 5 mètres carrés et 20 mètres carrés de surface de plancher. D'accord. Ou donc évidemment 40 mètres carrés, jusqu'à 40 mètres carrés en zone urbaine. Avec PLU, exactement. En général, ça concerne les modifications extérieures comme un ravalement, un changement de fenêtre, de toiture, de matériaux, voilà. Mais toujours, je réitère, consultez le PLU parce que lorsqu'il y a des restrictions particulières, on va peut-être vous demander de faire un permis de construire, même si, dans les règles générales, vous étiez dans le DP. Ouais, exactement. Alors, DP, déclaration préalable, PC, permis de construire, c'est les petites abréviations qu'on entend dès qu'on commence à parler avec un maître d'œuvre, un architecte. Voilà, c'est pour se familiariser avec ces petites abréviations. Ouais. Et donc, déclaration préalable, oui, c'est en fait souvent de la modification de façade, dès qu'il y a un petit changement, mais qui n'est pas structurel, quoi. Oui, exactement. Gros. Les différences, c'est que une déclaration préalable, la mairie a 1 mois pour instruire votre dossier, qui est un peu plus léger.
aménager. Vous le trouverez en mairie, en ligne. C'est un CERFA avec une notice explicative, un croquis. Et elle peut s'opposer pendant 1 mois à votre déclaration. C'est une déclaration. Alors que le permis de construire, elle a entre 2 et 3 mois. 2 mois quand c'est une maison individuelle, 3 mois quand c'est un projet un peu plus complexe. Mais pour vous donner une autorisation en tant que telle. Donc, c'est un arrêté, pareil, qui va vous dire, avec ou sans réserve, vous pouvez construire, pas de problème. D'accord. Voilà. Et alors, juste avant de discuter un peu plus en détail des délais, la DP, ça va être de la modification, mais il me semble que si c'est une modification à l'identique, donc pas vraiment une modification du coup, mais un remplacement en fait. Par exemple, tu parlais des fenêtres. Oui. Là, il n'y a pas besoin de déclaration préalable. C'est ça. Quand vous faites par exemple, après, c'est juste de l'entretien, on va dire. Un changement de fenêtre en bois, on les remplace pour des nouvelles fenêtres en bois identiques. Voilà. Il n'y a pas besoin. C'est ça. Attention quand même, encore une fois, ce fameux PLU qui peut vous dire, bah non, à partir de, par exemple, 2018, il y a une révision du PLU. D'accord. Les fenêtres doivent être absolument en aluminium. Oui. Bon, donc, toujours quand vérifier. c'est un remplacement à l'identique, normalement vous restez à l'identique, mais vérifiez toujours, ne prenez jamais de risque. Voilà. Okay. Et pour finir sur les autorisations d'urbanisme, avant d'aller dans les délais comme tu le proposais, il y a quand même aussi le permis d'aménager, le permis de démolir. Permis d'aménager, je ne sais pas si ça concerne beaucoup de tes auditeurs. C'est quoi ? C'est des petites modifications? Non, au contraire. Le permis d'aménager, c'est tout ce qui est lotissement, parking, tout ça. Et en général, ça vient précéder des permis de construire qui vont ensuite permettre d'ériger les constructions après avoir aménagé le terrain, pour faire simple. D'accord. Et puis le permis de démolir, je pense que son nom est relativement clair. C'est un permis qui est obligatoire avant une reconstruction? Le permis de démolir, oui. D'accord. Donc il faut 2 permis? Et vous pouvez les faire de façon concomitante. D'accord. Mais en tout cas, il faut un permis de démolir et après un permis de construire. Voilà, exactement. Ok. Et si je peux me permettre, pour être exhaustif, il y a aussi le certificat d'urbanisme, et ça peut intéresser quand même pas mal d'auditeurs. D'accord. Parce que le certificat d'urbanisme, c'est pas une autorisation en tant que telle, ça se suffit pas à lui-même. Mais en gros, c'est comme une photographie à l'instant T des règles applicables sur votre terrain. Ah. Donc, par exemple, vous avez un projet que vous n'allez pas mettre en musique tout de suite, ou en tout cas, vous avez un petit peu peur que la réglementation d'urbanisme change, parce que vous avez ouï dire qu'il y a une volonté politique de réviser, de changer certains zonages, certaines exigences. Eh bien, vous demandez un certificat d'urbanisme projet, qui est beaucoup plus light qu'un permis de construire. Donc, c'est simplement, eu égard à votre projet, quelles sont les règles qui s'appliquent à l'instant T, et ça les gèle pendant 18 mois. Ah, donc ça peut être extrêmement intéressant. Voilà. Alors là, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. On les a toutes faites. Voilà. Et donc, si on revient peut-être un peu plus précisément sur le permis de construire et la déclaration préalable, qui sont quand même les deux les plus fréquentes. Donc, le permis de construire PC, ça va être pour tout ce qui est construction à partir de 20 mètres carrés, parfois 40 mètres carrés quand c'est en ville et qu'il y a un PLU à respecter. Quand il y a plus de 150 mètres carrés, ça c'est peut-être intéressant de le préciser, il faut un architecte. Oui, donc ça ne change pas en termes de PCDP, mais effectivement, vous avez une obligation pour une maison individuelle de faire appel à un architecte pour vous accompagner, ce qui est de toute façon beaucoup plus rassurant. Oui, c'est clair. Et voilà. Et même en dessous de 150 mètres carrés, vous pouvez complètement faire appel à un architecte. Oui, et pour la construction et la rénovation. Oui, et je préciserai même que si vous intervenez sur un bâtiment qui fait l'objet d'une protection particulière, par exemple s'il est classé... on va en parler de tout ça après. Ouais. Et bien là, architecte spécialisé, vraiment. Ah oui. Ouais. Sur l'ancien, sur le patrimoine. Oui, Okay. C'est des architectes qui ont l'habitude de travailler sur ce genre de sujet, qui sont habilités à le faire. Et puis vous faites appel à ces personnes-là pour vous accompagner. Et c'est d'ailleurs bien mieux parce que la procédure est un petit peu plus lourde. C'est pas infaisable, loin de là, mais c'est un peu plus lourd. D'accord. Donc, voilà, ça va être construction à partir de ce minimum de mètres carrés. Extension, surélévation aussi, création d'étages. Exactement. Là, à chaque fois, un permis de construire est indispensable. Voilà. Et la DP, donc, on l'a dit, ça va être plutôt des travaux de moindre ampleur, des modifications légères, quoi. En fait, pour faire simple, parce que ce soit, quel que soit le type de travaux, on rentre toujours dans ces critères de taille, de surface. Donc, vous identifiez 4 critères. Quelle est la nature des travaux? Quelle est la surface créée ou modifiée? Donc, ça vous permet de trancher. Le type de modification, est-ce qu'on touche la structure porteuse? Est-ce qu'on change de destination, par exemple? Est-ce que c'est juste la façade? Exactement.
Et enfin, le contexte géographique et la réglementation locale. Donc, on retombe sur cette nécessité d'aller consulter le PLU. D'accord, donc ça, c'est un peu les 4 critères pour déterminer est-ce qu'on doit se tourner vers un permis de construire, est-ce qu'on doit demander une déclaration préalable, ou est-ce qu'on doit rien faire du tout, rien demander du tout. Exactement. Et on est libre. En général, on le sait, ça. Ouais. Par exemple, donc, une maison de 80 mètres carrés agrandie de 30 mètres carrés avec modification de façade nécessite un permis de construire car l'extension est inférieure en surface mais engage la structure et l'aspect. D'accord, donc on voit vraiment... C'est un bon exemple, oui. Ouais, c'est cumulatif. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. C'est pas parce que vous êtes en dessous de la surface que comme vous touchez la structure porteuse. Bien sûr. Voilà. Un abri de jardin de 15 mètres carrés avec clôture pourra souvent être déclaré par une simple déclaration préalable et pas faire l'objet d'un permis de construire. Voilà. Peindre une façade en zone classée. Bon, ça exige une déclaration préalable et consultation obligatoire de l'architecte des bâtiments de France. Ok. Donc, ce qu'on va appeler l'ABF. Les fameux, voilà. les ABF. Donc, on a pour l'instant le PC, l'ADP et l'ABF. Ouais. Voilà, pour la suite. Pour les petites initiales. C'est ça. Ok. Donc voilà, donc là on a les 4 critères et le conseil que moi j'apporterais, et c'est ce que font aussi souvent, je travaille avec beaucoup d'architectes, je pense qu'il n'y en a pas un qui fait autrement d'ailleurs, même si c'est pas une obligation, et les personnes privées, même sans accompagnement professionnel, peuvent le faire. Nous on le fait quand on accompagne des projets, c'est on n'hésite pas à prendre un rendez-vous en mairie avant de déposer la demande. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est pareil, il ne faut pas avoir peur d'eux. Non, il faut pas avoir peur. Il faut se dire, il vaut mieux savoir. Oui, et pourquoi pas ajuster. Et puis au moins, vous engagez les discussions avec la mairie. Oui. C'est elle qui va... Même si les services instructeurs, en fait, sont mis en commun avec d'autres mairies voisines, c'est la mairie qui va signer elle-même l'autorisation. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Ils ne peuvent pas s'engager en disant « Oui, c'est bon, vous allez la voir, on vous signe. » Ils vous donnent Ils vous orientent. Voilà. Ils vous orientent. On va sentir si globalement ça va ou non, s'il faut s'adapter. Ils vont vous dire, retravaillez ça, faites attention, là ça va certainement coincer. Et puis au moins, ça sécurise votre demande postérieure. Et puis vous avez des bonnes relations aussi avec la mairie, parce que quand on se lance dans un chantier, on n'est pas à l'abri de les recontacter pour demander une prorogation, de permis de construire, pour dire, on a quelques petites surprises, on va les appeler comme ça. Donc, des petites modifications. D'engager la conversation. Ouais, et ils ne sont pas du tout réfractaires à ça. En tout cas, moi, j'en ai jamais connu réfractaires à ça. Après, ils n'ont pas toujours le temps. Mais c'est pareil avec l'architecte des bâtiments de France. Ils n'ont pas forcément toujours le temps. Mais prendre un rendez-vous avec lui, avec notre dossier sous le bras, pour pouvoir ajuster à ses exigences avant de s'engager dans une demande de permis de construire, dont l'instruction sera prorogée, parce que on est dans un secteur... De perdre du temps. Voilà. Et qui nous disent non, parce que ça, alors qu'on aurait pu le changer d'emblée. Bah ouais, c'est clair. Voilà. Gagnons du temps. Et exactement. Il vaut mieux faire ça plutôt que de se dire, croisons les doigts, ça va passer, quoi. Oui. Et toutes ces personnes, ce ne sont pas des ennemis. Voilà, donc, c'est ça. Allez les voir, ajustez votre projet, et puis vous mettez toutes les chances de votre côté, quoi. Ok. Alors, comment se passe le dépôt d'un permis avec ou sans architecte, parce qu'on peut en avoir un comme sans passer. Et c'est quoi tes conseils pour cette étape, cette démarche qui est quand même très importante? Ouais. Donc effectivement, là, vous avez consulté les documents, vous savez quelle autorisation solliciter, vous avez pris le CERFA, vous avez rempli, vous avez préparé toutes les pièces nécessaires qui sont listées. Et donc, vous allez déposer votre permis en mairie, parce que c'est votre interlocutrice. Les pièces listées, ça va être quoi? Les plans, les 3D Les plans, les 3D. Il ne faut absolument pas lésiner sur ce que vous présentez en mairie pour les mettre en capacité d'apprécier le projet dans son ensemble. Et surtout, vous faites un check pour que toutes les pièces listées, sinon votre dossier ne sera pas complet. Donc, et on va perdre du temps. Exactement, encore une fois. Donc, voilà, un dossier complet sous le bras. Et en fait, ce ne sera d'ailleurs pas sous le bras, parce que la plupart du temps, c'est dématérialisé. Oui, ça se fait en ligne. Ouais, exactement. Donc, c'est même obligatoire pour des personnes morales, pour les communes de plus de 3500 habitants. Et puis, je pense que le dépôt papier va disparaître petit à petit. Ouais, d'accord. Donc, voilà, vous déposez... Mais c'est encore le cas parfois, peut-être dans les toutes petites communes. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Donc, voilà, vous déposez le dossier. La mairie vous délivre un récépissé horodaté en retour. Et celui-ci, en fait, est assez important puisqu'il constitue le point de départ des délais d'instruction. D'accord. On a dit 1 mois pour la déclaration
déclaration préalable. Ok. Ça, c'est la règle générale. Et 2 mois, une maison individuelle pour le permis de construire. D'accord. Donc voilà, le délai démarre le jour, au moment où on dépose le dossier en ligne. Il n'y a pas après une confirmation qui dure peut-être quelques semaines et non, le délai commence après. C'est sur le papier horodaté. Ok. Voilà. Ah oui, qu'on n'a peut-être pas tout de suite. Oui, voilà. Mais c'est lui qui fait office d'eux Ok. et qui va vous dire à partir de telle date le délai d'instruction court. Ce qui est important parce qu'en fait, vous pouvez avoir une décision implicite d'acceptation. Si on n'a pas de nouvelles. Si vous n'avez pas de nouvelles, attention, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que si vous êtes dans un secteur protégé, par exemple, on y revient à chaque fois, mais pas de nouvelles, c'est pas forcément bonne nouvelle. C'est ça. Donc il y a des exceptions et à ce moment-là, c'est un refus tacite. Mais quand on se place dans la règle générale, vous n'avez pas de nouvelles pendant 2 mois ou 1 mois, hop, c'est bon, c'est parti. D'accord. Votre permis ou votre déclaration préalable. Ça vaut le coup d'appeler pour être sûr quand même ou Alors ça, je pense qu'il faut le détailler un petit peu effectivement parce que c'est pas non plus toujours aussi simple. Alors déjà, quand vous avez votre papier horodaté, oui. On en était là. Oui, le délai d'instruction part, mais la mairie peut, dans le mois qui suit, vous informer par RAR en disant « Attention, vous êtes dans un secteur particulier, j'ai besoin de solliciter un avis d'un service administratif particulier, d'un ABF, ou alors, par exemple, vous n'avez pas transmis toutes les pièces. Elle a l'obligation Dossier incomplet. Dossier incomplet, vous avez 3 mois pour le compléter. À défaut, la demande devient caduque. Donc vraiment la prendre au sérieux. Eux, ils ont 1 mois pour vous en informer. Sinon, c'est réputé complet. Ok. Voilà. Ensuite, donc il y a l'instruction qui suit. La décision, comme je le disais, elle peut être soit express. Donc vous la recevez par courrier recommandé avec accusé de réception. Enfin, un courrier recommandé, quoi. Ouais. Ou tacite. Donc le délai de 2 mois pour une maison individuelle et ses annexes, 3 mois pour la majorité des autres projets, et puis évidemment 1 mois comme indiqué pour la déclaration préalable. D'accord. Voilà. Attention, donc en fait, pendant les échanges, donc quand on vous met en demeure on vous demande, parce que c'est même pas une mise en demeure, si vous le faites pas, c'est vous qui êtes perdant. Qui êtes pénalisé, mais le délai d'instruction est suspendu. Et puis, il recommencera à courir à réception des avis. Il est sur pause. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Donc, décision soit notifiée par lettre recommandée, soit on n'a pas de nouvelles et c'est bon. Ouais. Pourquoi parfois on le sait et parfois on le sait pas Parce que parfois ils statuent pas, soit ils n'ont pas le temps, soit en fait ça pose pas de problème et puis ils prennent pas le... Enfin ça c'est les organisations internes. Okay. En tout cas vous savez que quand vous n'êtes pas dans une situation particulière, c'est-à-dire une situation particulière qui empêcherait un permis tacite de naître, ça pourrait être lorsque le projet est situé donc en secteur protégé, en zone de monument historique et qu'il nécessite certains avis externes non encore délivrés. Là, si on n'a pas de nouvelles, c'est pas que c'est accepté. Tacite, voilà. Ou quand le projet nécessite des dérogations aux règles d'urbanisme. Ça peut être, par exemple, une isolation thermique par l'extérieur, ce genre de choses, mais vous le savez. Vraiment, vous le saurez, il n'y a pas de stress à ce niveau-là. Ok. Une fois que le permis est accepté, oui, donc, il faut le dire. Tout se passe bien, exactement. Il faut communiquer sur... Surtout, ouais. Surtout communiquer. Donc, vous allez l'afficher, que ce soit déclaration préalable ou permis d'ailleurs, mais on parle de permis pour faciliter les échanges. Je pense que ce sera... Une fois qu'on a le permis, on va l'afficher sur le terrain. L'affichage, je pense que ça parle à tout le monde. On a tous vu... On va acheter son petit panneau en magasin de bricolage. Exactement. On le remplit. On le remplit bien. Ouais. C'est très, très important parce qu'en fait, cet affichage doit être déjà maintenu pendant tout le déroulement du chantier, tout le long du chantier. Jusqu'à la fin. Voilà. D'accord. Mais surtout, il doit être continu pendant une période de 2 mois. Ok. Sans 1 heure où il a été retiré. Ah non, pas du tout. On ne le retire pas, on le laisse en place. Il faut qu'il soit complet. Vous le mettez en place et surtout, vous faites venir un huissier pour constater d'une part qu'il est complet et qu'en plus, il est bien en place et visible depuis la voie publique. L'huissier d'ailleurs, vous pouvez le faire revenir, donc ça fait parfois un peu grincer des dents, mais 2 voire 3 fois. C'est-à-dire quand vous le mettez, au bout de 2 mois et parfois même au milieu de cette période-là. D'accord. Ça c'est à vous de voir. Tout ce que je dis là, alors l'obligation d'affichage, c'est une obligation. Le faire constater par voie d'huissier, c'est une recommandation plus.
Parce que, en fait... Parce que votre photo à vous sur votre téléphone ne suffit pas, n'est pas une preuve. C'est une preuve, c'est un indice, mais ça fait pas foi comme un huissier. Donc, à vous de voir si vous voulez faire les choses un petit peu en prenant le risque, s'il y a un recours ou pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les voisins ont 2 mois pour compter de cet affichage pour contester votre permis. S'il n'est pas complet, ils ont jusqu'à 6 mois après la fin des travaux. Ah oui. C'est quand même relativement long. D'accord. Si l'incomplétude porte sur l'absence des voies et délais de recours, ils ont 1 an. Ah ouais, bon, ok, huissier. Voilà, non, vraiment, c'est surtout que, non, ça en vaut la chandelle. D'accord. Donc, huissier, il constate, vous comptez les 2 mois et vous pouvez même, pareil, c'est un conseil, c'est pas une obligation, pardon, je vais y arriver, vous contactez la mairie et vous demandez s'il y a eu un recours contre ce permis. D'accord. Normalement, elle doit vous informer et surtout pour qu'il soit recevable, vous devez être vous-même informé. Mais sécuriser, demander demander une attestation de non-recours, appeler le tribunal même administratif. Donc, il y a tribunaux judiciaires et tribunaux administratifs. Vous appelez le tribunal administratif dont vous dépendez et vous demandez au greffe une attestation. Bon, de toute façon, tout ça, vous allez trouver les informations sur Internet, c'est assez simple. D'accord. Vous demandez une attestation de non-recours, vous demandez confirmation. Au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu de recours dans les délais et tout de 2 est mois. clair. Et tout est clair et tout est sécurisé. Alors, comme on est en droit, il y a toujours des exceptions. Et ici aussi, il y a une exception, c'est que le préfet aussi peut contester votre permis dans un délai de 2 mois, mais le délai commence à courir après qu'il ait reçu tout le dossier complet. Et ça, vous n'avez pas de possibilité de vérifier que la mairie a bien fait son travail, et même si c'est indiqué sur l'arrêté. Parce qu'ils ont une obligation de transmettre au contrôle de légalité votre permis, mais les délais commencent à courir après que le dossier complet ait été transmis. D'accord. Donc ça aussi, appeler la mairie, voir la préfecture, savoir la date exacte à laquelle ça a été transmis. Et là, quand je dis ça, je prends un peu de temps pour vraiment insister, parce qu'on a un dossier dramatique pour des gens qui, en fait, ont vu leur permis annulé, ils habitaient déjà dans la maison. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un enchaînement d'erreurs pas possible. Enfin, vraiment, c'est pour ça que je parle de ce dossier. C'est pour que les gens soient vraiment au fait que, en fait, le dossier de permis de construire a été transmis 1 an trop tard. D'accord. De la mairie à la préfecture. Donc la préfecture a ce qu'on appelle déféré, c'est-à-dire qu'elle a fait un recours parce que le permis, c'est vrai, n'aurait pas dû être accordé en l'état. Sauf que le temps que la procédure suive son cours, il a été annulé. Ça faisait 2 ans en fait que le permis avait été attribué. Non, mais donc les travaux étaient terminés. Ah oui. Et le problème, c'est que c'est pas rectifiable. Donc on est en zone d'inondation, donc c'est de la sécurité publique, donc il n'y a pas de négociation possible. Donc ces gens-là vont devoir détruire leur maison et la reconstruire. Et qui paye là ? C'est la mairie ? Donc évidemment, il y a un recours contre... il y a eu l'archi qui a fait une erreur. Les constructeurs ont confirmé cette erreur. La mairie a confirmé cette erreur. Donc il y a tout un enchaînement. C'est dramatique. Mais je préfère le dire parce que vraiment, ça existe. Ça existe. Heureusement, c'est pas quotidien quand même. Mais sécurisé parce que vraiment, ces gens-là, il vaut mieux un dossier des dur. Petits frais pour bien sécuriser le truc avec un huissier, etc. Et prendre le temps de passer les appels qu'il faut plutôt que de se retrouver dans ce genre de galère après, quoi. Exactement. Et puis même si on peut aller chercher les responsabilités, être indemnisé, tout ça, c'est long, il y a une expertise. Enfin, vraiment, il s'en serait bien passé, quoi. Ok, j'imagine. Voilà. Sur cette note positive. Quand est-ce qu'on peut démarrer en toute sécurité ? Quand est-ce qu'on se dit, allez, on démarre les travaux, c'est bon Eh bien justement, vous avez contacté le tribunal administratif, la mairie, voire la préfecture. Vous savez que ça fait plus de 2 mois que tout a été fait en bonne et due forme. L'huissier a constaté votre affichage continu pendant 2 mois. C'est bon, le recours des tiers et du préfet, tout est purgé. C'est bon, allez-y. Ok. Si on commence trop tôt, ça vous risques et périls. Vous pouvez, c'est pas interdit. Sauf que s'il y a un recours, si le recours est fructueux, tout ce que vous aurez fait en amont ne sera pas pris en compte. C'est-à-dire que vous allez devoir le refaire, le modifier, défaire. Et c'est des frais que, à mon avis, les gens peuvent vouloir se passer. Ça peut aller jusqu'à l'annulation du permis Ça peut aller jusqu'à l'annulation du permis. Il faut savoir qu'un recours contre votre permis n'est pas suspensif. Je ne sais pas si c'est une question qu'on va traiter un peu plus loin dans le process, mais en fait, lorsqu'il y a un recours qui est fait contre votre permis de construire... ça n'oblige pas à arrêter les travaux. Non, c'est vous qui jugez, souvent avec votre avocat, est-ce que vous prenez le risque ou pas de
C'est là qu'on t'appelle. Ouais. Mais vous pouvez même m'appeler avant pour être sûr que le permis va être accepté. Oui, pour être sûr. d'accord. Mais effectivement, c'est là où il faut quand même bien sécuriser. Parce que c'est un risque que vous pouvez prendre très tranquillement si vous avez en fait des voisins assez procéduriers. C'est ça. Voilà, mais ça peut être aussi un risque qui peut vous coûter cher. Le permis est suspendu que si la partie adverse, donc bien souvent vos voisins, font en plus un référé suspension. Donc c'est une procédure accélérée qui va suspendre ou pas par décision de justice le permis de construire. Oh là là, ok. Ça marche. Bon, il faut éviter de se mettre dans ce genre de situation. Oui, c'est pour ça. À chaque fois, là, les petits conseils de bien appeler, de bien vérifier. Faut pas lésiner. Non, faut pas lésiner. Sur les vérifications. C'est pas une perte de temps. Le permis est valable combien de temps ? Alors, le permis est valable 3 ans. Ok, toujours. Attention, parce que en urbanisme, il y a énormément de réformes en ce moment, en discussion, qui sont entrées en vigueur. Et puis aussi, il y a beaucoup de normes environnementales aussi qui viennent s'additionner. Donc, pour être bien au courant de ce qui se passe, vérifier l'actualité, appelez-nous. D'accord. Mais donc... Il y a des exceptions. Il y a des exceptions, et notamment la période Covid, en fait, a impliqué une prorogation jusqu'à 5 ans des permis de construire qui avaient été attribués. Pendant cette période. Ouais. D'accord. Quand ça se passe avec un architecte, c'est lui qui gère tout ça en général ? Nous, on n'a rien à faire. Enfin, c'est lui qui s'en occupe en général. Ouais, ça dépend si c'est une mission globale ou pas que vous lui avez confiée. C'est ça. Mais oui. Et puis, moi, je le conseille. Hein. Donc, soit c'est parce que soit par choix, soit parce que votre surface de plancher dépasse 150 mètres carrés, ou alors parce que vous êtes... c'est par protection du bâti, en fait. Si le projet concerne un immeuble classé, protégé, ou situé en secteur sauvegardé, voilà. Mais en tout cas, ça permet de déléguer ce genre de exactement. de tâches administratives. Dans le cas d'une DP, donc déclaration préalable, c'est beaucoup plus, c'est simplifié. Oui, c'est simplifié. Déjà, comme on le disait, l'instruction est beaucoup plus courte, c'est 1 mois. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir un accord implicite si la mairie ne répond pas dans ce délai. C'est relativement succinct. Ensuite, le reste, par contre, c'est pareil. C'est-à-dire, vous avez la même obligation d'affichage, le même conseil de recourir à un huissier, le même délai de 2 mois qui s'applique. Donc le reste, ce qu'on a dit juste avant sur le permis de construire, c'est valable aussi pour la DP. D'accord. C'est simplement que le dossier est plus léger, puis que l'instruction est plus légère aussi, plus courte. Ma 4e question, c'est quel est le rôle et la responsabilité aussi des professionnels face à tout ça, pendant cette démarche ? Les architectes, les constructeurs peut-être ? Oui, les artisans. Tu vois, est-ce que l'architecte, il engage une responsabilité lors d'un dépôt ? Oui, complètement. Donc, en fait, la réalisation de travaux, elle est encadrée par une double exigence. Tout d'abord, il y a le respect des autorisations administratives prévues par le Code de l'urbanisme et parfois par le Code du patrimoine. Et puis, il y a la responsabilité contractuelle et légale des professionnels qui interviennent de la conception à l'exécution, en fait. Et pour séparer, donc, je peux identifier, comme tu l'as fait, 3 professionnels. Il y a l'architecte, les constructeurs ou entreprises et artisans. Et voilà, donc non, ça fait 3, c'est exactement ça, pardon. Ouais. Et l'architecte, bien souvent qui est maître d'œuvre, il a une obligation de conseil et d'information, parce qu'il est le sachant, pas vous, et une obligation aussi de conception conforme. Il doit concevoir un projet qui respecte évidemment, ça paraît naturel, mais les règles d'urbanisme. Les constructeurs, entreprises et artisans, je ne sais pas pourquoi je distingue d'ailleurs entreprises et artisans, mais on va se comprendre. Ils ont une obligation d'exécuter conformément aux autorisations déléguées, enfin délivrées même d'ailleurs, et ils ont un devoir de vigilance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entreprise, elle ne peut pas exécuter des travaux qui sont manifestement illégaux. Une fois encore, ils sont sachants. Donc on peut pas on ne peut pas vous imposer de connaître un secteur vous ne maîtrisez pas. Voilà. J'ai une question par rapport aux démarches à effectuer ou aux bons interlocuteurs à contacter dans les cas particuliers dont tu parlais un petit peu, par exemple les bâtiments protégés. On peut aussi parler des changements de destination. Tu l'évoquais aussi, c'est un peu particulier. Ouais. Dans ces 2 cas-là, quels interlocuteurs s'ajoutent à toutes ces procédures ? S'ajoutent ou viennent à la place. Donc, concernant les bâtiments protégés au titre du patrimoine, il s'agit, en fait, lorsqu'un bâtiment bénéficie d'une protection patrimoniale, il peut être classé, inscrit ou alors être
à moins de 500 mètres de votre construction. Et D'accord. ces 3 cas impliquent des... Oui, soit c'est notre bâtiment qui est classé, soit notre bien est proche d'un bâtiment classé. Exactement. Et dans tous les cas, il y a une procédure particulière qui s'applique, sachant que votre bâtiment peut être protégé entièrement ou partiellement. Et la protection, elle peut concerner que des immeubles, enfin tout l'immeuble en tout cas, soit des immeubles, c'est-à-dire des parties. Donc ça, on ne va pas le traiter parce qu'on est là pour faire vraiment sur le sujet construction. Mais voilà. Et là, donc, effectivement, ça peut être juste un escalier, juste une cheminée. Un œil de bœuf. Voilà, exactement. C'est pas forcément tout le bâtiment et ça dépend donc sur quelle partie du bâtiment vous allez intervenir. D'accord. Donc, si on parle d'un monument historique classé au titre des monuments historiques, là, on est sur une protection que je vais appeler maximale. C'est-à-dire que toute intervention, que ce soit restauration, modification, démolition, aménagement, enfin tout ce qui va intervenir sur ce bâtiment est soumis à une autorisation de travaux sur monument historique. Ok. C'est c'est le PC quoi. C'est l'autorisation des travaux sur monument historique qui est prévue par le Code du patrimoine. Et donc la demande est déposée auprès du service d'urbanisme de la mairie, donc ça change pas, mais qui la transmet à la direction régionale des affaires culturelles, c'est la DRAC. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est l'instruction qui est assurée par la DRAC et en partenariat avec l'ABF, évidemment. Voilà. Et donc l'autorisation est délivrée par le préfet de région qui parfois doit demander l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, la CRPA, pour faire plus simple. Donc ça, la CRPA, elle est consultée lorsqu'il s'agit d'un projet de travaux importants. Par exemple, une restauration complète d'une façade, une modification structurelle majeure, transformation d'un volume intérieur protégé, ou alors lorsqu'on porte sur un projet de démolition totale ou partielle. Toute modification vraiment substantielle. Par exemple, si vous remplacez la toiture, vous souhaitez remplacer la toiture en ardoise par une couverture en zinc plus moderne. Oui. Tout ça... moins onéreuse. Exactement. Et les conséquences, c'est quoi cet avis complémentaire? C'est qu'au lieu d'avoir un délai d'instruction de 4 mois, on sera plutôt à 6 mois. Ok, oui, forcément. Et là, évidemment, le silence de l'administration vous refuse. D'accord. Voilà. Et accessoirement, parce que je l'ai brièvement mentionné au préalable, mais les travaux doivent être exécutés sous la maîtrise d'œuvre d'un architecte qualifié. Donc, c'est un architecte du patrimoine ou un architecte en chef des monuments historiques. Voilà. Les monuments peuvent être aussi sinon inscrits ou dans un secteur protégé dont on parlait juste à l'instant. Pour les immeubles inscrits et ce type d'immeuble dans un rayon de 500 mètres autour d'un monument historique, en fait, les procédures sont relativement renforcées. On est toujours sur de la DP ou du PC selon les travaux, donc ça ne change pas. En revanche, l'ABF va devoir donner un avis qui est dit avis conforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va s'imposer à la mairie. Ok. Voilà, elle ne pourra pas du tout s'en extraire. Voilà, ça c'est les éléments, je pense, essentiels à retenir. Pour les travaux d'entretien ou de réparation ordinaires qui ne modifient pas la structure, la façade, tout ça, on peut être même dispensé d'autorisation. En revanche, moi je conseille toujours de vérifier systématiquement auprès de la DRAC ou de la mairie. Si l'opération envisagée peut réellement être assimilée à un simple entretien. Ça vous empêchera pas mal de mauvaises surprises. D'accord, bon, super. Et alors pour tout ce qui va être changement de destination, ça va être quoi les spécificités? Les spécificités, déjà c'est encouragé, le changement de destination. Okay. Il y a eu une réforme récente là en juin 2025 qui vise à encourager la transformation des locaux vacants en logements. Donc on voit que c'est vraiment une dynamique qui est recherchée. Dans ce sens-là. Exactement. D'accord. Exactement. Dans l'autre sens, c'est peut-être plus compliqué. Voilà. Mais face à la crise des logements, en fait, bien sûr. on est quand même bien encouragé d'aller rechercher des choses qui existent déjà. Donc cette loi, elle facilite la transformation, notamment qui permet au maire ou à l'EPCI qui est en charge de l'instruction du dossier de déroger au plan local d'urbanisme. Elle permet les permis de construire multidestination. Donc ça permet plusieurs usages successifs pour un bâtiment. Et donc l'objectif principal reste la création de logements à partir de locaux vacants. Les travaux, c'est toujours léger ou lourd, DP ou PC, ça ne change pas. Attention quand même de bien regarder en termes si vous êtes dans une copropriété, les transformations dans une copropriété peuvent nécessiter l'accord à l'unanimité ou à la majorité des copropriétaires. Et enfin, je préciserai sur ce point de bien penser à mettre à jour le cadastre et les déclarations fiscales. Ah oui. Les travaux. D'accord. C'est une petite parenthèse.
chose. Ok. Et ben génial, c'est hyper clair. Merci beaucoup pour toute la partie sur les demandes d'autorisation. J'aimerais bien dans cet épisode aussi te questionner sur les assurances auxquelles souscrire en début de chantier, qu'on soit professionnel ou particulier. Qu'est-ce qui existe? C'est quoi ces assurances? Et dans quel cas sont-elles recommandées, voire obligatoires pour les pros? Oui. Alors, je vais essayer d'être concise parce que c'est assez... et pas trop ennuyeuse en vous faisant une liste à la Prévert des assurances. D'ailleurs, en fait, on a publié sur le LinkedIn de En Base Avocat un tableau que vous pouvez télécharger et garder sous le coude au cas où des garanties légales en droit de la construction qui sont obligatoires. Que tu m'as montré, qui est très bien fait. Merci. Et pour faire vite, pas vite, mais en concis tout cas et concis, parce que les gens vont pas forcément retenir quand on fait une liste comme ça. Mais donc il y a la garantie de parfait achèvement, qui est valable 1 an après la réception des travaux. Donc elle couvre tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage. Donc c'est vous, en général, le maître d'ouvrage, les malfaçons, les non-conformités, les défauts d'exécution. Le souscripteur, c'est l'entrepreneur. D'accord. C'est pas le particulier. Non, c'est l'entrepreneur, le constructeur. Vous les demandez. Voilà. Ouais. Ça, c'est lui, c'est une assurance qu'il est obligatoire de... Oui, responsabilité civile professionnelle et garantie. On va parler aussi de la garantie biennale, la garantie décennale, ça doit vous parler. Oui, ça, c'est obligatoire. Vous les demandez bien. Et puis, vous vérifiez bien qu'elle couvre ce que vous demandez à votre professionnel. Ok, donc quand on démarre avec une entreprise, on lui demande la GPA, la biennale, la décennale. Voilà. Vous demandez s'il est bien couvert à ce niveau-là. Vous le demandez même. Et puis, en général, il vous donne... c'est pro. Oui, aussi. Et ça, vous le gardez et vous gardez toutes les traces écrites de vos échanges parce qu'il y a les PV de réception dans lesquels on peut émettre des réserves, mais il y a aussi par écrit censure à un protocole précis. Et ça, c'est vraiment intéressant d'avoir la preuve que si j'ai bien signalé qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Vous ne l'avez pas pris en compte, mais on a la preuve écrite. D'accord. Si on n'a pas de preuve écrite, c'est mort. Ouais, c'est ça. Donc, la biennale, donc elle va démarrer à partir de la... réception des travaux encore pour 2 ans, comme son nom l'indique. C'est tout ce qui est dysfonctionnement qui affecte les éléments d'équipement qui sont dissociables du gros œuvre. D'accord. En gros, donc on peut citer le ballon d'eau chaude. Enfin, ça parle, je pense, à tout le monde. Et la décennale, toujours à partir de la réception des travaux pendant 10 ans cette fois. Ça, c'est tous les dommages qui compromettent plutôt la solidité de l'ouvrage et qui le rendent impropre à sa destination. D'accord. Vous avez donc, comme on a dit, la responsabilité contractuelle de droit commun. Là, c'est 5 ans à compter de la connaissance du dommage, donc c'est un petit peu différent. Et alors ça, qui prend cette assurance ? Eh bien, ça découle des contrats que vous passez. Ok. Que vous souscrivez. Et donc, j'en profite pour dire que les contrats, il faut les sécuriser un maximum, notamment les clauses qui portent sur des travaux qui ne seraient pas connus et prévus dès qu'on signe le contrat. Qui se sont ajoutés. En cours de chantier. Comment on fait, voilà. Donc, sécurisez bien vos contrats. Et effectivement, oui, il y a une responsabilité contractuelle qui porte sur tous les préjudices non couverts par les garanties légales, grosso modo. Et puis, je préciserai surtout que la responsabilité contractuelle, lorsqu'elle concerne l'architecte, elle porte vraiment sur le devoir de conseil, de conformité réglementaire. Erreur de conception, c'est extrêmement important. Voilà. Et quand il y a une mission globale où c'est lui qui va gérer en fait tout le chantier, cette responsabilité est extrêmement importante. Et on a d'ailleurs des partenaires architectes pour les accompagner dans cette sécurisation contractuelle avant qu'ils n'interviennent sur un chantier. D'accord. Donc ça, c'est des responsabilités qui sont inhérentes au contrat qu'on signe, en fait. Exactement. Et il y a l'assurance de dommages ouvrages qui doit aussi parler à pas mal. Ouais. Parce que là, cette fois, c'est vous, maître d'ouvrage, qui pouvons souscrire c'est ça. À cette assurance. Voilà. C'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. C'est vivement conseillé, mais c'est pas obligatoire. Ce que je pourrais peut-être préciser dans cette partie, c'est quand même ce point de départ, la réception des travaux qui engage toutes les garanties pouvant être actionnées. La réception des travaux, elle peut être express, donc vous avez tous, je pense que la majorité est familière avec ça, donc vous faites un PV de réception des travaux. Oui, mais tu as raison de le préciser, c'est hyper important de l'établir, ce PV. Oui, complètement.
Ce procès verbal de réception des travaux. On en reparlera un petit peu après, sur la fin du chantier. Ok, on met ça plus tard. La dommage ouvrage, on appelle qui si on a envie de la souscrire? C'est un assureur? Oui, complètement. Ok. Ouais, complètement. Oui. C'est assez classique, c'est conseillé. Parce que aussi, ça permet aussi d'avoir un préfinancement rapide des réparations qui relèvent de la décennale sans attendre une décision de justice. Exactement. Donc ça peut sauver des situations. Exactement. Ouais. Et je compléterai aussi que il existe d'autres assurances complémentaires. Donc il y a la tout risque chantier qui couvre les dommages matériels pendant le chantier. Vous avez aussi vos protections juridiques, tout simplement. Oui, c'est clair. Ouais. Elles peuvent aussi être actionnées dans ces cas-là. En cas de problème pendant le chantier, litige avec un artisan. Voilà, un professionnel, tout ça. Et puis, il y a aussi des assurances spécifiques. Donc là, on ne va pas aller plus loin. Mais quand vous êtes sur un site classé, encore une fois, ils reviennent à chaque fois, ceux-là. Okay. Donc, voilà, si le chantier est exposé à des risques particuliers, vous pouvez tout à fait les couvrir en plus. Bon, là, c'est vraiment pour les personnes qui veulent sécuriser au maximum. Okay. On ne le voit pas très, très régulièrement, mine de rien. Tout cet aspect juridique là sur un chantier, ça va aussi évidemment, on en parlait là avec la protection juridique, intervenir en cas de problème en cours de chantier. Abandon de chantier, le temps redouté, litige courant avec un artisan, un maître d'œuvre, un archi. C'est quoi tes conseils pour gérer ce genre de situation? Alors, déjà, les problèmes pour les problèmes au cours des chantiers, pour moi, la clé, c'est vraiment d'avoir un contrat extrêmement solide dès le départ. Parce que c'est jamais facile de reprendre une relation contractuelle qui n'a pas été bien faite pour la changer. Donc, prévoyez dans votre contrat des modalités de résiliation, des pénalités de retard, des obligations de reprise. Et en cas de blocage, la première étape incontournable, c'est la mise en demeure par courrier recommandé. D'accord. Pour formaliser, en fait, la demande d'exécution. Et après, si ça ne suffit pas, vous pourrez saisir le juge des référés, mais ça, c'est mon premier conseil. Pour des travaux aussi imprévus, des devis mal calibrés, c'est encore parce que vous aurez un contrat très solide que vous pourrez vous en sortir un peu plus facilement. Donc, faites figurer dans le contrat une clause claire, la validation écrite et préalable de tout travail supplémentaire par un avenant signé. En fait, à chaque fois qu'on ajoute quelque chose, là, au fur et à mesure des travaux, il faut l'écrire. Ah oui. Et refaire un devis signé, voilà. etc. En fait, il faut vraiment déjà avoir prévu ce mécanisme au contrat, parce que vous n'allez au moins pas passer pour quelqu'un de procédurier. Il y en a qui sont moins à l'aise que ça avec leur entrepreneur pour vraiment, ils ont peur de comme si ça dénotait déjà la naissance d'un contentieux, donc ils sont moins à l'aise. Si c'est prévu au contrat, vous exécutez le contrat, point. D'accord. Sachant qu'en fait, de toute façon, quand c'est oral, ça compte pas. C'est clair au moins. Enfin, ça compte pas. Il faudra prouver, il faudra se battre et tout ça, mais c'est pas sécurisant, c'est pas sécurisé. Donc oui, l'accord oral ne vaut pas contrat là. Et puis c'est pas du tout sécure. Donc vraiment le contrat de base, il faut vraiment le travailler. Quand un chantier s'arrête, donc il y a aussi la peur de la préemption du permis de construire. Ça, vérifiez toujours la date de délivrance de votre permis. Et si vous êtes hors délai, demandez rapidement une prorogation. Pour qu'il soit prolongé, pour que sa durée soit prolongée. C'est possible. Les 3 ans, les fameux 3 ans. Là. Voilà, c'est possible. Si le chantier est en pause, on peut prolonger le permis. Alors attention, parce que votre chantier ne peut pas être en pause normalement au-delà d'une durée d'1 an. Ah oui, ok. Voilà, donc pareil, faites attention à ces délais-là, reprenez le chantier ou alors demandez une prorogation mairie. Parce que sinon le permis est annulé si on s'arrête pendant 1 an. C'est juste qu'il n'est plus en vigueur en fait. Ah, ok. Voilà. Ou pendant 3 ans ou 5 ans comme on a dit parce qu'il y a maintenant des exceptions, mais en fait votre permis n'est plus en vigueur, il n'est plus dans l'instrument juridique. Si on s'arrête pendant 1 an. Voilà. Et puis enfin, pensez toujours, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de demander aux professionnels leurs attestations d'assurance, parce que ça va couvrir quand même pas mal les choses. C'est clair. Ça ne vous empêche pas, si vous avez un professionnel mal intentionné, ou en tout cas qui est dans une difficulté lui-même, d'avoir un chantier qui a des aléas ou qui peut s'arrêter, ou ce genre de choses. Mais si vous avez un contrat qui était très sécure, plus toutes les assurances et tous les échanges par écrit, là quand même, vous êtes assuré d'avoir au moins gain de cause, si ce n'est d'éviter un problème. D'éviter les problèmes. On peut aussi aller jusqu'à vérifier, appeler les assurances pour vérifier qu'ils ont bien payé leur cotisation annuelle. Non, j'ai eu ce conseil une fois. C'est vrai. De toute façon, si vraiment vous demandez le reçu, enfin pas le reçu,
L'attestation, elle est datée. Donc, vous pouvez la redemander. Hein. Ouais. Même, je vous le conseille. Parce que souvent, moi, j'en ai eu pas mal pour 2 ans. Donc, non, vous redemandez. Appelez, oui. Alors, est-ce que si tout le monde appelle les assureurs, ils vont commencer, voilà. Mais de toute façon, si vous avez le document d'assurance avec les dates, normalement, vous êtes sécure. Non, mais je me dis, ça se Photoshop peut-être. Non, peut-être, je sais pas. Si vous voulez vraiment, j'imagine que vous pouvez. Si on vous l'avez, moi, j'en ai pas. Hein, en fait, c'est quand on a eu des situations cata où après on se dit, j'aurais dû appeler pour vérifier. Ouais, c'est ça. Alors, ma 8e question, déjà, ça va être en cas de dégâts sur un chantier. Exemple, typiquement dégâts des eaux par le plombier, enfin bon, bref. Ouais. Causés ou non par un artisan, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la réception, cette fameuse réception des travaux, l'entrepreneur, qu'il soit artisan, une entreprise quelconque, est responsable de plein droit des dommages qui affectent les biens et les matériaux nécessaires à la réalisation du chantier. Donc, l'artisan garantit la conservation des matériaux et de l'ouvrage. Après la réception des travaux, il y a un transfert de responsabilité, c'est le début de la garantie, des garanties qu'on a mentionnées, qui sont actionnables. Biennale et décennale. Voilà. Tant que la réception n'est pas formalisée, la responsabilité de l'artisan restera engagée pour tout sinistre survenu sur le chantier. Donc, on fait appel là à sa responsabilité civile professionnelle. Ok. Les points clés pour moi, c'est vraiment pour tout sinistre, documenter l'événement, photo, constat, pour faciliter la prise en charge. La réception des travaux. Constat d'huissier, tu veux dire ? Ah oui, n'hésitez pas. Okay. N'hésitez pas. Et qu'est-ce que vous devez faire ? Vous déclarez le sinistre immédiatement à votre assureur et à l'artisan concerné. Donc, vous rassemblez toutes les preuves. Ça peut être même un rapport d'expertise, un expert diligenté par votre propre assurance. Hein. Ce n'est pas forcément que devant le tribunal qu'un expert est désigné. Vous envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception à l'artisan. Vous l'informez de tous les faits et vous demandez réparation ou indemnisation. Voilà. En cas de contestation, c'est bon à savoir, c'est à l'artisan de prouver qu'il a bien respecté son obligation de résultat ou alors qu'il y a eu une force majeure ou un mauvais usage ou une cause extérieure en fait à lui-même qui viendrait l'exonérer. Mais il y a une présomption de responsabilité. Voilà, c'est ça. Mais il y a une présomption de responsabilité, donc c'est à l'artisan de prouver que c'est pas de son fait. Voilà, c'est pas à vous de prouver que c'est de son fait, c'est à lui de prouver que ce n'est pas de son fait. Donc c'est quand même intéressant à souligner. Ouais. Ok, la fin des travaux, on y arrive. On y arrive. Que ça se soit plus ou moins bien passé et qu'on n'a peut-être eu aucun problème jusque-là. Il faut continuer comme ça et soigner la fin des travaux. Oui. C'est un moment hyper important et du coup, il faut bien garder en tête l'aspect juridique aussi de son chantier. Oui. Avec notamment la livraison des travaux dont tu parlais et les fameuses réserves. Et oui, donc on est content, la maison est habitable, on ne s'emballe pas tout de suite, on ne bâcle pas. Voilà, on reste calme, on laisse un peu le champagne au frais, juste le temps de faire une réception bonne et due forme. Parce que c'est extrêmement important et ça va vous couvrir pour la suite. Donc évidemment, je ne vais pas voir du mal partout, mais en tant qu'avocat, on a l'habitude de ne pas être appelé quand tout va bien ou rarement. Donc c'est un acte juridique. Qu'on peut faire soi-même quand même. On peut écrire le document, procès verbal de réception de travaux et le faire signer. Oui, mais c'est important parce que par ce PV, vous acceptez l'ouvrage avec ou sans réserve. D'accord ? Et donc, comme je disais, elle marque le point de départ des garanties légales. Donc, vous pouvez formuler des réserves écrites précises sur les défauts visibles. Ce qui était visible et ce qui n'est pas relevé, tant pis pour vous. D'accord. Voilà. Donc, typiquement, une réserve, ça va être il manque une rangée de carrelage au-dessus de la douche, je sais pas. Tout ce qui est visible, vous le signalez officiellement dans ce PV. Ça n'est pas terminé, il manque ça à faire. En fait, c'est simple. Tout ce qui n'est pas signalé mais qui était visible au moment du PV de réception sont considérés comme acceptés. Vous pouvez dire je m'en fiche, je le ferai, je le ferai, voilà. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas aller voir votre professionnel en disant finissez-le. Sans payer plus. Ouais, exactement. Non, ça, je pense que tentez, mais à mon avis, voilà. Ouais. Donc, moi, je vous conseille de faire une visite extrêmement attentive, avec même parfois un expert, selon la densité des travaux, la complexité de cela. D'accord. Et puis, prenez des photos pour documenter les réserves. Voilà. D'accord. Donc, elle peut être express, comme je vous disais, mais elle peut être aussi tacite. C'est-à-dire que si vous prenez possession des lieux, que vous avez payé intégralement votre artisan, on va considérer qu'il n'y a pas de problème. Ok.
D'accord ? Même s'il n'y a pas de PV. Non, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, en cas de problème, c'est-à-dire de litige a posteriori, on va pouvoir demander au juge de prononcer judiciairement la réception. Soit à votre avantage pour enclencher les garanties, soit à l'avantage de l'artisan, du professionnel, pour dire bah non, là c'est bon, c'était reçu à tel moment, je ne suis pas tenue de ce qui arrive derrière. Ce qui est très important pour les personnes qui écoutent, c'est que la réception, bien que ce soit un acte unilatéral, c'est-à-dire que c'est vous, le maître d'ouvrage, qui dites ou pas que vous recevez dans l'état ou pas le bien, celle-ci doit être contradictoire. Ça veut dire que vous convoquez les entreprises, présentes ou absentes, elles peuvent ne pas venir, refuser, le jour J, tout ça, mais vous faites tout pour que ce soit contradictoire, pour pas qu'on vous oppose quoi que ce soit en fait. Pour qu'elle soit valable, il faut que la réception soit contradictoire. Et donc voilà, le début des garanties légales, le transfert de responsabilité en découle. Et si les réserves ne sont pas levées dans un délai raisonnable, après notification, vous pourrez les faire effectuer soit par un tiers, au frais de l'entrepreneur, ou alors engager une action judiciaire. D'accord. J'ai une dernière question, c'est la 10e question. C'est un sujet qui est, je pense, très important parce que figure-toi que je me rends compte, tu dois avoir plein de dossiers aussi là-dessus, mais moi je me rends compte au fil des épisodes que c'est une situation que connaissent malheureusement beaucoup de gens, que ce soit pendant un chantier ou même après, une fois les travaux finis. Ma question en fait, c'est comment se prémunir d'un voisin en désaccord avec nos travaux ou d'un voisin hyper procédurier. Enfin, on connaît tous quelqu'un qui a un voisin fou, ou même juste pas fou, mais parfois il y a des gens, en fait, ça part dans des trucs, c'est n'importe quoi. Mais juste, voilà, les litiges avec les voisins, comment se prémunir de tout ça et des situations qui partent vraiment parfois en n'importe quoi. Oui. Et en plus, nous, je sais que dans le cabinet, on essaie toujours de faire une négociation amiable parce que les voisins, en fait, s'ils déménagent pas avec vous non plus, c'est ça peut, en fait, et parfois ça pourrit la vie, c'est horrible. Et ça finit par des déménagements, en effet. Ouais. Donc, on essaie toujours de passer par la négociation parce que si on arrive à une solution amiable ou à un échange en bonne et due forme, apaisé, il y a des chances pour que les choses se passent bien pour la suite. Après, on n'est pas à l'abri de tomber sur quelqu'un, comme tu dis, de très procédurier, qui n'est pas forcément très content que dans le champ d'à côté, où il y avait des chevaux avant, maintenant, il y a une maison de 200 mètres carrés. Ça s'entend. Mais bon, donc, comment faire pour s'en prémunir ? D'une part, comme on disait, vous purgez bien les voies et délais de recours pour que votre autorisation de construire soit plus attaquable. D'accord. Et avant ça, vous faites une autorisation de construire conforme au PLU, conforme à toutes les règles d'urbanisme qui peuvent lui être opposées. Je rappelle ici, on l'a dit tout à l'heure, mais que c'est pas parce qu'il y a un recours contre votre autorisation d'urbanisme qu'il faut arrêter les travaux. Qu'il faut arrêter les travaux. Donc ça, on le voit ensemble, on mesure le degré de risque. Et puis si le voisin veut absolument que votre autorisation soit suspendue, il ira devant le juge des référés. D'accord. Donc, si l'affichage n'a pas été fait correctement, le délai peut s'étendre jusqu'à 6 mois après les travaux. Donc là, je reviens encore dessus. C'est extrêmement important. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose pour ce sujet-là que je pourrais signifier, parce que c'est assez dense, et effectivement, comme tu l'as dit, on a énormément de dossiers qui portent de près ou de loin sur des conflits de voisinage. En termes de servitude de passage et de canalisation, les servitudes. Ça revient assez souvent. Donc toutes les servitudes de passage, piétons, véhicules, réseaux souterrains, tout doit être extrêmement respecté. Le propriétaire doit permettre l'accès, l'entretien et la réparation de ces canalisations notamment dans la zone de servitude. Les constructions permanentes, plantations, clôtures, tout ça ne doivent pas endommager en fait ces installations. D'accord. C'est pas parce que ça passe sous votre terrain que vous avez un droit de les changer, de les couper, de tout ça. Donc vérifiez bien avant de bâtir ou de modifier l'usage d'une parcelle, par exemple, l'existence ou pas de servitude. Souvent, on a aussi des dossiers, j'essaie de balayer un maximum, comme c'est la dernière question, de murs mitoyens. Ah oui. Qui s'occupe du mur mitoyen ? Et oui. Alors, quand la pente du petit toit de la tuile, par exemple, du mur mitoyen, va vers chez toi, c'est à nous de s'en occuper, c'est ça ? Il est à nous. Alors, non, c'est un peu plus compliqué. Enfin, non, c'est pas que c'est compliqué. C'est mon résumé, moi. Ouais. Non, en fait, chaque voisin doit participer à son entretien courant. D'accord. Aux réparations ordinaires. Il n'y a aucun gros ouvrage que vous pouvez faire juste parce que vous l'avez décidé. Ouais, d'accord.
voilà, là je Sans fais accord assez de l'autre simple. voisin. Oui, voilà. Si c'est mitoyen, c'est commun. Si tes auditeurs partent avec ça en tête, C'est déjà ils bien. vont éviter pas mal de problèmes plus tard et de relations. Mitoyen, ça me fait penser aussi aux arbres et aux plantations qui peuvent être très proches très d'un proches. voisin. Ouais. Donc en fait, les distances minimales à respecter, encore une fois, vérifier le PLU. Mais normalement, c'est 2 mètres pour les arbres dont la hauteur dépasse 2 mètres par rapport à la limite séparative. Et 0,5 mètres pour les plantations plus petites. D'accord. Voilà. Ah, c'est bon à savoir ça. Ouais, mais regardez encore une fois bien les PLU. Ok. Ils peuvent y déroger, encore une fois, on est en droit, on aime bien. Les racines, branches, les fruits ne doivent pas empiéter sur le terrain voisin, ça c'est parfois un peu plus compliqué, ou provoquer des nuisances. On pense au bambou là, qui prolifère. Voilà, donc ça, partout. C'est ça, votre voisin est responsable. D'accord. Voilà, ça c'est un petit peu grosso modo, on va peut-être pas tout traiter parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, mais c'est vraiment les cas de figure classiques. C'est ce qui revient le plus souvent. Donc en fait, moi, ce que je vous recommande, ce que je vous recommande, c'est d'informer vos voisins avant le démarrage du chantier. Allez vous présenter en fait, si c'est une nouvelle construction, une petite tarte aux pommes et puis voilà. Mais plus sérieusement, oui, allez vous présenter ou informer vos voisins avant le démarrage des travaux pour éviter les tensions inutiles. Hein. Parfois, c'est simplement ça le problème, c'est les gens veulent être considérés. Voilà. Vous affichez correctement et durablement toutes les autorisations sur le terrain. Vous conservez toutes les preuves d'affichage et de communication. Et surtout, vous répondez aux demandes qui vous sont faites. Et puis surtout, vous venez nous voir. Avant de faire des écrits qui ne sont pas forcément bien faits, avant de répondre de vous engager sur des choses que vous ne pouvez pas tenir ou sur lesquelles vous n'étiez pas obligé de répondre ou de vous engager. Et là, parfois, on répond mal ou pas de la même façon et on le regrette plus tard. Exactement. D'accord. Et je terminerai quand même pour vous dire qu'il y a beaucoup, comme on disait, beaucoup de réformes en cours. Et là, pour 2026, il y a une réforme en cours concernant les délais de recours. Cette réforme, elle va prévoir des délais pour introduire un recours gracieux ou hiérarchique réduit à 1 mois au lieu de 2 mois par rapport à l'affichage dont on parlait. Et l'introduction surtout de ce recours ne suspendra plus le délai de recours contentieux. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle où nous parlons, donc on est fin août 2025, vous avez 2 mois pour agir qui sont prorogeables, encore 2 mois pour saisir le tribunal administratif. Si dans les 2 premiers mois, vous avez saisi par exemple la mairie. Si vous faites un recours gracieux ou hiérarchique, donc par exemple, vous saisissez la mairie pour qu'elle se prononce avant de saisir le tribunal administratif. Jusqu'alors, vous aviez 2 mois pour le faire et vous aviez encore 2 mois à compter de sa réponse pour saisir le tribunal administratif. Là, ce ne sera plus le cas. Vous aurez 1 mois pour faire votre recours gracieux et de toute façon, ce recours ne suspendra plus le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif, qui restera de 2 mois à respecter strictement. D'accord, donc ça c'est bon à savoir pour l'année restez à venir. Un petit peu... voilà, si vous êtes concerné, regardez bien les réformes en cours parce que ça bouge pas mal en droit de l'urbanisme. Eh ben, c'était hyper intéressant, hyper riche. Merci beaucoup Gaëlle pour tous ces conseils qui permettent d'y voir beaucoup plus clair et qui, j'en suis sûre, vont aider les auditeurs du podcast qui se retrouveront sans doute dans telle ou telle situation que tu as décrite. Je rappelle le nom de ton cabinet, Ambase Avocat, EMBASE, à Paris, spécialisé en droit de l'urbanisme. Vous accompagnez vos clients dans toutes leurs démarches liées à leurs travaux, conseils contentieux, tu l'as dit au début, partout en France. Oui. On peut retrouver le détail de tout ce que vous proposez d'ailleurs sur ambase.cab. Merci encore Gaëlle et puis à très bientôt. Merci à toi, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu et que vous avez appris surtout plein de choses intéressantes, que vous avez noté de bons conseils pour vos projets travaux. Si vous vous posez encore des questions, n'hésitez pas à contacter Gaëlle surtout et son équipe, c'est leur métier de gérer tous ces sujets et vous pouvez la retrouver sur le site ambase.cab, Ambase, EMBASE. 2 petites minutes juste encore pour vous dire que si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider de façon très simple en laissant 5 étoiles et votre avis en quelques mots sur l'application Apple Podcast sur iPhone ou sur Spotify juste après avoir écouté cet épisode. Enfin, pensez à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour ne pas rater les prochains épisodes. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du chantier à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite.